Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on explore une avancée assez significative pour la surveillance de l'air qu'on respire. C'est le lancement du satellite MTG-S1 avec à son bord l'instrument Sentinelle-4. On parle d'une nouvelle capacité vraiment d'observation de la pollution en Europe. Pour décrypter tout ça, nous accueillons une spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, ravi d'être là pour discuter de cette mission Sentinelle-4 et de ce que ça implique concrètement pour nous. Alors, commençons par ce qui marque le plus, je trouve, cette surveillance depuis une orbite géostationnaire, 36 000 km d'altitude. C'est énorme. Ça change quoi au fond par rapport à ce qu'on connaissait avant ? Alors oui, c'est vraiment le point de bascule. Géostationnaire, ça veut dire que le satellite reste fixe par rapport à un point sur Terre. Donc fini les passages espacés où on avait une image de temps en temps. Oui, on attendait que le satellite repasse au-dessus. Exactement. Là, avec Sentinelle-4, on va avoir des données chaque heure. Et sur une zone très large, toute l'Europe, l'Afrique du Nord aussi. Chaque heure, c'est impressionnant. C'est une observation quasi continue. C'est ça qui est inédit depuis cette altitude, pour la qualité de l'air. On va pouvoir suivre l'évolution de la pollution au fil de la journée. D'accord. Et comment il fait cet instrument pour voir la pollution ? Ces gaz qui sont invisibles, depuis si loin. Alors Sentinelle-4, c'est un spectromètre. En gros, il analyse la lumière du Soleil. La lumière qui réfléchit par la Terre. Voilà, réfléchie par la Terre et son atmosphère. Et il se concentre sur des longueurs d'onde bien précises. Dans l'ultraviolet, le visible. C'est ça, ultraviolet, visible et le proche infrarouge. Pourquoi ces zones-là ? Parce que c'est là que les polluants absorbent la lumière d'une façon unique. Ça laisse une signature, une sorte d'empreinte. Une empreinte digitale chimique, on pourrait dire ? C'est une bonne image, oui. Un peu comme un code-barre dans la lumière, qu'on peut lire depuis l'espace. Le code-barre chimique, et il lit le code de quel polluant, justement ? Il cible plusieurs polluants majeurs. D'abord le dioxyde d'azote, le NO2. Ah oui, celui lié au trafic, à l'industrie. Tout à fait, avec ses impacts sur la santé respiratoire. Il y a aussi l'ozone troposphérique, l'O3. Lui, c'est un polluant dit secondaire. Il n'est pas émis directement, il se forme avec le soleil. La fameuse pollution photochimique. Exactement. Ensuite, le dioxyde de soufre, SO2, qui vient de la combustion, des volcans parfois. Et puis le formaldéhyde, HCHO. Le formaldéhyde. Pourquoi celui-là ? C'est un bon indicateur, en fait, de la présence d'autres composants organiques, volatiles, les COV. Certains sont assez nocifs, donc c'est une mesure indirecte mais utile. Compris. Alors, autre point intéressant, cet instrument Sentinelle-4, il est sur un satellite météo, MTGS. C'est pas si courant aussi. Quels sont les bénéfices de mélanger pollution et météo ? C'est une synergie très pertinente. Combiner les données chimiques de Sentinelle-4 avec les données météo, les vents, la température, les nuages, fournis par le même satellite. Ça permet d'améliorer et, de façon notable, les modèles de prévision de la qualité de l'air. Ah oui, on comprend mieux comment la pollution se déplace. Voilà. On voit mieux comment la météo disperse ou au contraire concentre les polluants. Imaginez suivre un panache de pollution qui traverse une frontière. On voit le vent qui le pousse, on comprend mieux. D'accord. Ça aide aussi pour les interactions suées entre chimie et météo. Oui, c'est ça. Les processus sont complexes et avoir les deux types de données ensemble au même endroit, au même moment, c'est un vrai plus. On s'appuie bien sûr sur l'héritage d'instruments comme Shimashi, Tropomi. Oui, des prédécesseurs importants. Très important. Mais là, on change d'échelle. Surtout sur la rapidité, les données arrivent en quelques dizaines de minutes et cette observation continue heure par heure. Et une fois que ces données, ces codes-barres sont collectés, qui s'en occupe ? Qui va les utiliser ? Alors, c'est EMETSAT, l'Organisation européenne pour les satellites météorologiques, qui gère tout ça. La réception, le traitement, la distribution des données. Et pour qui ? Qui a accès ? Point important. Elles seront accessibles gratuitement via Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre. C'est destiné aux chercheurs, bien sûr, aux agences nationales de surveillance de l'air. Celles qui font les bulletins de qualité de l'air qu'on entend. Oui, par exemple. Et aussi aux décideurs politiques pour baser leurs actions sur des données fiables. On s'attend d'ailleurs à un volume de données assez conséquent. Et on voit même plus loin, j'ai lu qu'il y avait un jumeau, Sentinelle-4B, prévu pour plus tard. Exactement. C'est un système double. Sentinelle-4A est le premier. Et un 4B identique devrait être lancé dans les années 2030. Pour assurer la relève. Pour assurer la continuité des mesures sur le long terme, oui. Probablement jusqu'à la fin de la décennie 2030. C'est
indispensable pour suivre les tendances, voir si les politiques environnementales fonctionnent. Donc si on résume l'apport principal de Sentinel-4, c'est cette capacité vraiment nouvelle de voir les principaux polluants en Europe toutes les heures, grâce à sa position fixe. Une avancée majeure pour surveiller notre environnement. Absolument. Ce qui est fascinant, c'est ce passage d'une photo ponctuelle à un film quasi continu. Ça change vraiment la donne pour comprendre l'origine, l'évolution rapide des pics de pollution. Ça permet d'affiner les alertes, de donner aux politiques des outils d'évaluation bien plus réactifs. On entre dans une nouvelle dimension de la vigilance atmosphérique depuis l'espace. C'est au service de la santé publique au final. Et ça laisse à réfléchir. Avec une telle vision horaire de la pollution, y compris celle qui ne connaît pas les frontières, est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir de nouvelles formes de dialogue, peut-être même une diplomatie environnementale renforcée en Europe? Une question pour l'avenir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.